Thomas et moi, on a commencé à travailler ensemble quand on était aux Beaux-Arts de Reims. Et du coup, très vite, on a vu qu'on avait des similitudes dans la couleur, dans les matériaux, dans la fascination qu'on pouvait avoir pour l'expérimentation de la matière, des matières molles. Et du coup, on s'est mis à travailler ensemble à partir de 2017, à créer à la base des installations picturales. Et on s'est demandé comment faire en sorte que le spectateur puisse rester le plus longtemps possible dans une installation. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on parle de la sculpture, on traite de la peinture, de vidéos qui ont toujours un fort rapport à la couleur. Si on veut que le spectateur reste le plus longtemps dans l'exposition, peut-être qu'il faudrait prévoir des assises. Et c'est à ce moment-là qu'est né un peu notre principe de design sculptural, d'art fonctionnel, de vouloir inclure le spectateur sur des assises qui ressemblent à la fois à des sculptures, mais qui sont fonctionnelles. Je pense que c'est vraiment la couleur, la texture qui nous permet de jouer en fait sur les matériaux et de créer en fait ce trompe-l'œil d'une certaine manière entre solide, précaire, souple, liquide, etc. C'est aussi un registre de forme, d'expérimentation qu'on a et qui nous permet d'amener ces réponses au fur et à mesure sur les matériaux. Typiquement dans la mousse, obtenir des formes parfaitement rondes, c'était très très compliqué. Mais pour nous, c'était aussi un avantage parce que c'était des découpes qui étaient très proches de ce qu'on pouvait retrouver des fois dans la nature. Typiquement dans les calottes glaciaires où on retrouve des fois des formes qui sont très évasées et que là on a réussi à retrouver justement avec la découpe au fil chaud. En fait, l'installation qu'on propose, c'est vraiment l'idée d'avoir un paysage domestique. C'est-à-dire qu'on serait venu prélever un paysage issu d'un ailleurs, un paysage atemporel. On s'inspire aussi de la définition première du paysage qui vient de landskap en danois, qui veut dire ce que la nature offre au regard. Et pour nous, il y a vraiment cette idée-là de transformer la nature, de la sublimer. Et du coup, il y a un très fort rapport à l'artificiel. Et en même temps, ça convoque des choses qu'on peut voir dans le paysage. On peut y voir un iceberg, on peut voir vraiment des éléments naturels, mais qui sont transformés d'une façon artificielle. Je pense que c'est le rôle de la peinture aussi, de venir sublimer tout ça. Et en fait, je pense que c'est vrai que le fait qu'on utilise des formes qui vont se former en se transformant, c'est très proche de l'entropie minérale, du végétal qui est toujours obligé de se renouveler pour survivre. C'est-à-dire que donc déjà notre démarche de peinture, nous, on l'envisage toujours d'une façon tridimensionnelle. Et justement, on utilise beaucoup de matières aqueuses ou très peu solidifiées qu'on vient couler au sol. Et ce qui nous intéresse, c'est de les couler vraiment de manière rectiligne sur des plaques. Et de voir comment la matière, en se formant, va se transformer. Et en fait, donc c'est des matières qui sont tellement aqueuses, qui vont mettre du temps à sécher, qui sont donc du coup très fluides et qu'on contrôle plus du tout. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important dans notre pratique, c'est de venir vraiment couler presque d'une façon protocolaire, très rectiligne, et de laisser la matière se répandre, se former du coup en se transformant, en se solidifiant, et de pas contrôler la forme qu'elle va avoir. Et c'est dans l'accrochage, en fait, ça se ressent aussi. C'est-à-dire qu'on a coulé ça en plaques, c'est des plaques très rigides. Quand on est venu les positionner au plafond, elles se sont chiffonnées, on les contrôle plus. Et en même temps, elles viennent capter des reflets qui nous intéressent aussi. Donc il y a cette part de hasard dans notre travail qui est hyper importante. Je pense qu'à chaque fois qu'on pense nos pièces, on les pense à travers une histoire. On les pense à travers un contexte qui est très visuel pour nous. En tout cas, on aime s'imaginer notre décor venu d'ailleurs. Souvent, moi je parle beaucoup des fois de spéculation et de design spéculatif. Moi je trouve que, en tout cas en tant que designer, j'aborde ce design spéculatif au travers de la forme, au travers du décor en tant que tel, puisqu'il permet de spéculer sur un monde d'ailleurs, d'autres matières en fait, sur d'autres planètes, sur d'autres systèmes solaires, sur d'autres
Voilà, c'est vraiment c'est une histoire que je me crée et je pense que Elsa s'en crée une autre aussi. Et du coup, on n'est pas dans la volonté de vouloir créer une histoire unique pour tout le monde. Je pense que justement, c'est ce qui est important, c'est que chaque personne se crée sa propre histoire sur l'objet qu'elle voit et qu'elle peut toucher et qu'elle peut pratiquer. Donc Extreme Sitting, c'est une exposition qui est en rapport en fait à un article de journal qu'on a lu où un reporter en fait venait tester et exploiter ce que lui-même a appelé l'extreme sitting, qui est le fait en fait de rester assis le plus longtemps possible face à un paysage naturel, généralement qui est presque à la limite du surnaturel, c'est-à-dire un paysage toujours fascinant, en mouvement mais en mouvement léger. Et en fait, c'est vraiment un principe qui reprend le principe du slow life, en fait, de venir s'asseoir très longtemps et de s'adonner à la contemplation. Et là, en fait, l'extreme sitting, c'est vraiment le but d'être ouvert à l'accueil de la contemplation. Et donc, nous, on a voulu vraiment reprendre le principe de l'extreme sitting en proposant aux spectateurs de s'asseoir du coup sur ce qu'ils peuvent voir comme un glacier, comme un nuage, comme quelque chose de dur à la base, mais qui est mou, qui finalement est accueillant pour la position. Et que dans tous les cas, alors ici il y a ce rapport vraiment à l'assise fonctionnelle où le spectateur vient s'asseoir, donc d'où le sitting. Mais finalement, la thématique de l'extreme sitting, elle se retrouve même à LPA, en tant que le spectateur est vraiment invité à observer cette fois-ci peut-être dans un rapport, donc cette fois-ci frontal mais plus proche, qui est invité aussi à suivre et à regarder un peu la matière sous toutes ses coutures, sous tous ses angles. Il y aura toujours de l'objet, mais ce sera de l'impression 3D. Mais pareil, c'est très brillant l'impression 3D. Quand on s'y connaît pas, il y a un peu une sorte de comment c'est fait, est-ce que ça sort d'un bloc? En fait, non, c'est strate par strate, mais regardez, vous pouvez voir les strates. Donc, en fait, il y a toujours ce rapport à la contemplation qui est très important dans l'exposition d'LPA. Et donc finalement, le extreme sitting pouvait s'adapter sous un autre angle aux deux expositions. C'est anecdotique, mais j'ai un passé lié à l'archéologie et plus particulièrement à une période qui a été la préhistoire. Et du coup, en fait, moi, ce qui m'a marqué quand j'étais sur les chantiers de fouilles, c'était de trouver des objets, mais qui avaient une fonction. Et du coup, en fait, la fonction, pour moi, elle est très liée à la préhistoire et à un objet en particulier en préhistoire, c'est ce qu'on appelle la feuille de laurier. La feuille de laurier, c'est une pointe de flèche, mais aussi, elle est là pour représenter une feuille de laurier. Donc, à ce moment-là, en fait, dans la préhistoire, il y a eu un petit rebondissement, puisque on s'est plus dit, ok, c'est des personnes qui ne font que taper sur un caillou pour en tirer des éclats et pour utiliser les micro-éclats pour du coup chasser, etc. Ils ont voulu amener un côté esthétique à l'objet. Et du coup, je pense que tout est parti de là. Et je pense qu'aujourd'hui encore, quand je crée un objet, je le crée. J'essaye de me mettre à la place de ce premier homme qui a fait cette feuille de laurier et qui du coup a percuté son objet et qui s'est dit ça suffit pas, il faut que je pense encore autre chose. Et comment il l'a pensé, comment il en est arrivé là, c'est le but d'un archéologue, hein, c'est de spéculer et d'essayer de trouver des réponses. Mais ça reste de la spéculation. Et du coup, je pense que quand on travaille, on a des fois un rapport très lié à la science et à cette question de l'expérimentation, comme à mon avis,
mais c'est mon avis, l'avait l'homme préhistorique. Il l'expérimentait et puis le louper pouvait lui amener quelque chose et du coup ça lui permettait d'évoluer tout bêtement.